Le 14 avril 2021, Jean-Pierre Fabre-Bernadac était à l'origine de la tribune dite des généraux, en fait de la tribune des gouvernants, une pétition signée par plusieurs centaines, voire milliers de militaires et qui a fait l'objet d'une déflagration. Il y était écrit « Si rien n'est entrepris, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant ». Jean-Pierre Fabre-Bernadac, merci d'être avec nous 2 ans plus tard. Deux ans plus tard, pour évoquer une autre action de votre association Place d'Armes, dont vous êtes le président. Vous êtes bien évidemment ancien officier, mais avant d'évoquer cette initiative, une vraie question, une simple question, 2 ans plus tard, comment jugez-vous la situation ? Dans ce nouvel appel au peuple français, cette fois-ci, vous avancez le terme de désastreux, un désastre. Oui, parce que on a eu un recul. On a eu un recul. Alors, la première chose que je voulais dire, quand même, c'est, souvenez-vous du nombre d'insultes que nous avons prises avec les généraux en charentaise, avec vous êtes des factieux, et ainsi de suite. Puis la deuxième chose, c'est qu'en 2 ans, est-ce que la situation s'est améliorée ? C'est évident que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la rue, la situation n'a fait qu'empirer, que le désordre n'a fait que s'amplifier. Et je trouvais important, dans ces circonstances-là, de non plus regarder vers le haut, vers les gouvernants, puisque c'était la lettre aux gouvernants, le nom de cette lettre, mais de regarder vers la base et de dire à cette base, voilà, ça fait maintenant 2 ans, regardez ce qui se passe, et par conséquent, il faut faire quelque chose. On ne peut plus rester inactif. Mais tout ce qui touchait l'excellence n'est plus que décombre. C'est une vision très pessimiste des choses. Tout à fait, oui. Si je prends tout, si je prends l'économie, si je prends le domaine agricole, si je prends le domaine de l'éducation, si je prends le domaine des hôpitaux, si je prends le domaine de l'armée, je pense qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure, il est évident que petit à petit, nous voyons cette situation qui va de mal en pis. Et ça, c'est une chose qui montre bien que ce pays est en train de s'effriter petit à petit, de partir en poussière. Et ça, pour nous, anciens militaires, pour nous qui croyons par fondamentalisme, je dirais, à la notion de patrie, nous ne pouvons l'accepter. Mon capitaine, vous posez une question dans cet appel. Comment a-t-on pu tomber aussi bas et aussi vite ? Qui sont les responsables ? Est-ce qu'il faut les nommer ? Ah oui, il faut les nommer. Vous avez totalement raison. Il faut les nommer parce qu'on ne les nomme jamais. Alors nous, dans ce texte, on les nomme et on nomme notamment les 3 derniers présidents. Le premier, c'est Sarkozy. Et évidemment, Sarkozy, le problème, c'est ce référendum de 2005 qui a été passé à la trappe et qui nous a donné à la place le traité de Lisbonne, qui est identique à la question qui avait été posée au référendum et qui avait recueilli une majorité de 55% de non. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est Hollande, parce que Hollande nous a amené quoi ? Il nous a amené sur le plan de l'énergie nucléaire, le fait de s'être accoquiné avec les écologistes et de là avoir mis de côté le nucléaire. Et on voit aujourd'hui le désastre que ça a provoqué. Quant au troisième, larron, excusez-moi du terme, eh bien, je dirais que lui, c'est la totale. C'est la totale d'abord parce que c'est le dernier, et deuxièmement parce qu'on lui reproche plusieurs choses. Alors, il y en a des tas certainement encore supplémentaires, mais les 3 qu'on peut lui reprocher. La première, c'est les Gilets jaunes. Souvenons-nous quand même que les Gilets jaunes, c'était des gens des ronds-points, c'était des gens du domaine rural, c'était des gens où le drapeau tricolore était partout. Je me souviens, j'étais sur ces ronds-points et c'était quelque chose de merveilleux à voir, ces gens qui se retrouvaient. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait tirer dessus, il les a méprisés, il a fallu attendre très longtemps avant de les prendre en considération, et parce qu'il en était obligé à un moment donné. Le deuxième, c'est le fait que sa fonction, il la dévalue. Sa fonction, il la dévalue. 2 exemples. Ce qui s'est passé au Qatar, où brutalement, on l'a vu gesticuler, hurler lors d'un match de football. D'ailleurs, c'est une chose amusante, parce que cet homme qui a parlé en disant que la culture française n'existait pas, donc grosso modo qu'il ne croyait pas en la France, est capable de chauvinisme, par contre, quand il s'agit d'un match de foot. Il faudra qu'on m'explique un jour exactement ce qu'est ce personnage. La deuxième chose,
Et la troisième chose, pardon, c'est évidemment la réforme des retraites aujourd'hui, où on voit une rue qui descend, on voit une rue qui l'appelle à 80% pour qu'il change. Et évidemment, Jupiter ne veut pas changer. Il a cette morgue en lui, il a cet esprit en lui qui fait ça. Vous dites qu'Emmanuel Macron est indigne de la fonction présidentielle. Oui. Je pense que on ne peut que le comparer. On peut le comparer évidemment, si je le compare à De Gaulle ou à Giscard d'Estaing ou à Chirac. Tous ont fait des tas de choses qui ne correspondaient pas, mais ils avaient ce prestige de la fonction. Lui ne l'a plus. Il est devenu tactile. Il est toujours en train de... Je disais tout à l'heure, je connaissais le triporteur, je connaissais le transporteur, maintenant je connais le tripoteur. C'est grave parce que nous, anciens militaires, quand nous avons des subordonnés, et que ces subordonnés font quelque chose de mal, on les punit. Mais on les punit pour des choses qui, quelquefois, sont pas aussi fondamentales que celles que fait le président de la République. Donc c'est quand même grave. Et vous semblez mettre quand même dans le même sac, si j'ose dire, les trois derniers présidents de la République, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Est-ce que les trois se valent ou l'un s'avère, si vous me permettez le néologisme, moins pire ? Moi, je dirais c'est le pire que je relève, le moins pire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense tout simplement que ces gens sont déconnectés d'une chose, c'est-à-dire qu'ils sont déconnectés du peuple. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, le peuple n'existe plus. Et c'est ça le drame de la Ve République, d'ailleurs. On dit souvent la Ve République a un côté monarchiste. Oui, c'est vrai, parce qu'une fois qu'ils sont élus, comme maintenant les élections législatives coïncident avec l'élection présidentielle, ils sont tranquilles pendant 5 ans. Il a fallu les dernières élections législatives pour qu'il y ait un petit remue-ménage qui se fasse, des remous. Mais si vous voulez, avant, ils étaient tranquilles, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est pas normal. Il n'y a plus le référendum en plus. Le référendum n'est plus utilisé. On parlait tout à l'heure de 2005. Depuis 2005, le référendum n'est plus utilisé. Ce qui blesse le militaire que vous fûtes, c'est que la France n'est plus une grande nation. Mais ça, il n'a pas fallu attendre Emmanuel Macron pour le savoir. Sauf que lui ne fait plus semblant. Les autres faisaient semblant que la France avait encore un rôle. Lui a tiré un trait sur la nation France et dirige une start-up nation. Je pense que la France n'est plus une grande nation, c'est vrai. Mais je pense que le fait de dire la France pourrait redevenir une grande nation serait quelque chose, c'est un espoir qu'on pourrait apporter à des millions de gens. Et ça, c'est une chose qui, je pense, qui est essentielle. Il faut donner de l'espoir aux gens. Si on commence à leur dire non, mais maintenant c'est foutu, la France n'est plus rien, je crois que cet espoir disparaît, qu'à partir de là, eh bien, c'est la fuite. C'est une fuite en avant, c'est un désespoir, comme je le dis. Et moi, je crois que on n'en est pas là. On peut arriver à quelque chose de plus fort. On peut arriver encore à tenir quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme dans les guerres. Il y a toujours, à un moment donné, il peut y avoir une défaite. Mais la défaite, il y a une arrière-garde qui est là et qui tient jusqu'au bout, de telle manière à essayer que cette défaite ne soit pas rédhibitoire. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous dites dans cet appel au peuple de France, Français, levons-nous, renouons sans a priori avec l'union sacrée. C'est un concept qu'il va falloir évoquer, mais quand on voit l'attitude violente et belliqueuse, par exemple, de l'extrême gauche, de LFI et de leurs affidés stipendiés Black Bloc, est-ce que cette union sacrée, c'est pas un leurre ? Alors d'abord, l'union sacrée, je ne vais pas la faire avec toute la population française parce que ça serait quelque chose d'impossible. Je vous rappelle que l'union sacrée, ça date de 1914 et que c'est une union qui s'était fait, ce qui était quand même extraordinaire à l'époque, de l'Action française jusqu'au Parti socialiste, après la mort de Jaurès. Bien, l'assassinat de Jaurès. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette union sacrée, on peut la faire avec tous les gens qui croient encore que ce pays existe, qui croient encore que la notion de patrie n'est pas un gros mot. Et
honnêtement, il y en a plus de 50% pour moi. Voilà où est cette union sacrée. Surtout quand je vois les bisbilles qu'il peut y avoir entre toutes les structures politiques. Nous sommes au niveau... Nous sommes politiques, puisque nous sommes des patriotes. Nous avons des idées, évidemment. Nous avons une doctrine qui va dans le sens du patriotisme. Mais nous ne sommes pas électoralistes. Donc, par conséquent, nous ne comprenons pas où on arrive aujourd'hui des tas de mouvements politiques qui, eux, se permettent de dire « Ah, mais non, mais moi, je ne veux pas aller avec lui » ou « Moi, je ne veux pas aller avec l'autre ». C'est ça qui est stupide. Vous vous désolez de la situation, par exemple, qui fait qu'on ne se parle pas entre Reconquête et Rassemblement National, entre Rassemblement National et les Patriotes, entre les Patriotes, etc. Exactement, c'est ça, et les Républicains, ce que vous voulez. Je pense que tout ça, à un moment donné, est dépassé par la situation. Plus la situation est complexe, plus la situation est difficile, et plus le regroupement doit être nécessaire. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que nous essayons, après cet appel, d'aller plus loin pour essayer de remettre, de cimenter de nouveau quelque chose entre toutes les structures patriotiques. Jean, de cette terre, le sang de nos pères n'a pas été versé pour le profit d'une caste oligarchique. Levons-nous, rejoignez la résistance. Je vais vous poser encore une question que j'appelle une question BFM, vous voyez, pour dire que j'y crois énormément, mais je vous la pose quand même, parce qu'elle n'est pas dénuée forcément d'intérêt. Dans le climat que nous connaissons, si des militaires, c'est toujours le même problème, appellent à ce soulèvement populaire, est-ce que ce n'est pas une attitude qui pourrait être considérée comme une attitude factieuse? Question BFM. Oui, alors, réponse non BFM. D'abord, il faut bien distinguer deux choses. Nous sommes des militaires à la retraite. Nous sommes des anciens militaires. Le seul problème, c'est qu'un ancien militaire, il reste toujours au fond de lui militaire. Il y a toujours une âme au niveau de l'armée. Donc je ne parle pas au nom des gens d'actifs, même si je les connais, même si j'en côtoie, même si j'ai leurs avis, pardon. je ne parle pas au nom des gens d'actifs. Je pense que le problème des gens d'actifs, il est beaucoup plus simple. La situation pourrit. Une situation pourrie, c'est comme un fruit qui pourrit sur un arbre. Tant qu'il tient, l'armée ne bougera pas. Si un jour ce fruit est tellement pourri qu'il tombe, il est évident que l'armée sera dans l'obligation peut-être de faire quelque chose ou de ne rien faire. Je ne sais pas ce qu'elle fera. Mais l'armée est une composante. Elle a toujours été une composante. Dans l'histoire, elle a été une composante. Il y a eu un général qui s'est appelé Boulanger, avant qu'il y ait un général qui s'appelle De Gaulle, et avant qu'il y ait un maréchal, sans vouloir porter de jugement par rapport à tout ça. Je veux dire par là que l'armée n'est pas en dehors du peuple. L'armée, elle est là pour défendre quoi? Pour défendre d'abord la nation, c'est-à-dire l'identité de la France, ce qu'est la France. Mais en même temps, elle est là pour défendre les gens qui composent la France, c'est-à-dire les Français. On peut pas dissocier les deux, on ne peut pas saucissonner les deux. Si vous aimez votre pays, vous aimez le peuple qui le compose. Vous êtes un ancien gendarme. Quand vous voyez les gendarmes qui sont obligés de réprimer des fois des manifestations de manière considérée comme violente, et on parle de violence policière, quand vous voyez des gendarmes qui sont attaqués violemment, comme ça l'a été à Sainte-Soline, quelle est votre attitude? Est-ce que la gendarmerie n'est pas prise en otage par le pouvoir? Mais la gendarmerie, évidemment, est prise en otage par le pouvoir. Mais la gendarmerie a toujours, et d'ailleurs la police aussi, a toujours été prise en otage. C'est-à-dire que nos dirigeants, lorsqu'ils ont de gros problèmes avec le peuple ou une partie du peuple, évidemment, ils font donner non pas la vieille garde, là, mais ils font donner les forces de l'ordre. Ça a toujours été comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que la révolte contre la personne même du chef de l'État est telle qu'on voit les forces de l'ordre constamment sur le qui-vive et constamment en activité. Et ça, c'est un problème. Et puis, maintenant, je vais vous donner des détails. J'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile. Bien. Lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous avez baissé votre bulle de votre casque, lorsque vous avez des tirs de partout, des pavés, des cocktails Molotov et tout ça, vous êtes dans une espèce d'isolement. Vous recevez des ordres dans un casque, vous ne savez pas très bien tout ce qui se passe. On n'est pas à BFM, justement. On n'est pas là en train de vous expliquer la situation exacte en vous disant « Bon, alors là, ils sont là ». Vous êtes un réactif.
Un réactif comme votre patron, comme votre chef, chef d'escadron, chef de peloton ou commandant de plusieurs escadrons, va être réactif. Et donc, par conséquent, c'est très compliqué de faire ça. En plus, vous allez attendre des heures. Vous allez attendre des heures sous les insultes, sous les colibés, sous les caillasses. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Vous avez vu que les forces de l'ordre, et notamment les gendarmes mobiles, étaient en barrage. Donc, par conséquent, ils ont attendu, et les autres n'ont fait que avancer. Et c'est ça le problème. Et ils ont reçu des tas ils ont reçu des tas de cailloux, ils ont reçu des cocktails, ils ont reçu de l'acide, ils ont reçu des tas de choses. Et tant qu'on leur demande pas de bouger, ils ne bougent pas. Donc, évidemment que à partir du moment où ça explose, il peut y avoir des cas individuels où, à un moment donné, c'est vrai, une matraque peut partir un peu plus, mais ce sont des gens qui sont des professionnels. Il y a une structure qui s'appelle Saint-Astier, en gendarmerie mobile, qui est un endroit où on apprend ce que c'est que le maintien de l'ordre. Et je peux vous dire que c'est remarquable. On a recréé un véritable village. On a recréé des véritables maintiens de l'ordre avec des cocktails qui sont lancés, alors pas exactement sur les gendarmes, mais pas très loin, des pavés qui sont sous la forme de morceaux de bois. Mais ça montre bien qu'on les professionnalise à mort. Et je crois que ça, c'est important à savoir. Le maintien de l'ordre, c'est pas quelque chose qui se fait avec des gens qui ne sont pas professionnels. Sinon, ça part, et là, vous aurez des morts. On va quitter la gendarmerie, on va rester dans l'armée, mais l'armée en général. Est-ce que votre propos ne tombe pas actuellement à l'eau? Je m'explique. La puissance est à l'honneur avec l'annonce du gouvernement, puisque le secteur de la défense pourrait être doté d'une loi de programmation militaire, LPM, d'un montant colossal de 413 milliards d'euros de 2024 à 2030, soit 59 milliards par an. C'est-à-dire 4 fois globalement ce qu'on recherche pour les retraites. Et c'est le double de 2017. Vous avez été entendu. Enfin, la puissance et la gloire. Et nous n'avons plus assez de munitions. Nous n'avons pratiquement rien comme munitions, puisque nous avons donné énormément de munitions à l'Ukraine. Le problème, et vous allez le comprendre très vite, c'est que, en fin de compte, il y a deux orientations différentes dans l'armée. Il y a l'orientation contre-guérilla, qui a été celle que nous avons utilisée en Afrique. C'est une orientation qui amène des forces spéciales, donc des forces minorées, mais très efficaces, très professionnels, et qui sont de purs combattants, mais qui n'ont pas besoin, par exemple, de chars, qui n'ont pas besoin de grosse artillerie. Et donc, d'un autre côté, ces forces, est-ce qu'elles existent encore? On les a mis un petit peu à l'écart, mais un jour, il peut revenir qu'au niveau de l'Afrique ou du Moyen-Orient ou d'autres, on soit obligé de nouveau de prendre cette formule. Et de l'autre côté, on a, depuis le problème de la guerre d'Ukraine, eu l'idée de se dire il peut se passer quelque chose dans le monde européen. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de l'inverse. On a besoin d'énormément de canons, on a besoin d'énormément de chars, on a besoin de drones qui coûtent très très cher. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des drones européens. Bien. Et donc, par conséquent, c'est deux choses totalement antinomiques. Est-ce qu'on a besoin de l'un? Est-ce qu'on a besoin de l'autre? Alors, si on se tourne vers l'un, l'autre, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Et si on a besoin de l'autre un jour, il n'y aura plus d'effet. Pour l'instant, en effet, le regard est tourné vers l'Europe. Et dans les deux cas, est-ce qu'on a besoin d'un porte-avions, d'un second ou deuxième porte-avions? On aura d'autant plus besoin d'un deuxième porte-avions qui sera le seul parce que en 2028-2029, le Charles de Gaulle sera mis au rencard, il sera bon à la casse. Et donc, il nous faudra bien un porte-avions. N'oubliez pas que ce porte-avions est un porte-avions nucléaire. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que nous avons de nucléaire? Aujourd'hui, c'est le porte-avions et ce sont les sous-marins nucléaires. Donc, si on veut se défendre et être encore crédible au niveau nucléaire, il nous faut ces armes-là. Et donc, je crois que l'intérêt de ce porte-avions est important, mais je dirais même pire. Normalement, il nous faudrait 2 porte-avions, parce que le problème, c'est que lorsque le premier porte-avions, comme le Charles de Gaulle, est au mouillage, parce qu'il faut bien que de temps en temps, il y ait des réparations, et puis le bâtiment et les marins ont besoin, à un moment donné, de souffler, où est le deuxième? Il n'y en a pas.
Ça, c'est grave. Voilà. Alors qu'avant, on avançait avec le Foch et le Clémenceau, on avait nos deux porte-avions dans le temps. Est-ce que vous considérez que le silence autour de 59 milliards par an pour l'armée française est un peu passé sous silence en raison du fait que si on ne fait pas cela, alors eh bien, demain, on a une possibilité que la Russie entre en France et qu'elle envahisse la France? Est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit? C'est une menace qu'il faut prendre réellement en compte quand on est militaire? Toutes les menaces sont bonnes à prendre. C'est pas pensable d'éjecter une menace. Aujourd'hui, il y a même des manœuvres qui sont faites sur le territoire français par des groupes l'un contre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça existe. Donc on prend toutes les menaces en compte. Et évidemment que c'est une menace à prendre en compte. Mais je vois mal une guerre avec la Russie, si ce n'est à travers l'OTAN. Et là, le problème, il sera plus politique. Est-ce que jusqu'où on ira avec l'OTAN? J'espère tout simplement que notre président actuel demandera quand même aux assemblées et au peuple ce qu'il en est avant de déclarer une guerre qui serait catastrophique, parce que là, on irait vers une guerre nucléaire. Revenons à cette union sacrée, en attendant, contre le grand déclassement de la France. Elle a déjà des signataires, une première liste de signataires, de personnalités co-signataires. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, si vous le souhaitez? Oui, alors, je vais... Alors, c'est une liste parcellaire pour l'instant. Hein. On a commencé, vous savez, l'appel paraît aujourd'hui dans Valeurs Actuelles. Donc, par conséquent, nous n'avons pu mettre que 10 noms. Mais nous en avons beaucoup plus. Alors, je vais vous le lire. Son Altesse, le Prince Charles de Bourbon-Parme, Henri Beck, magistrat en retraite, André Coustou, général, Tony Curcio, figure historique des Gilets jaunes. Moi, je voulais la figure historique des Gilets jaunes parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, ils sont... Mais alors vraiment, je suis très au courant, ils sont infiltrés énormément par la France insoumise. Et je voulais mettre en parallèle à la fois le fait que justement il y a une figure historique des Gilets jaunes et le prince Charles de Bourbon-Parme. Je trouve que cette notion d'union sacrée se voit à travers ça. Le général de la Ward, Mohamed Jafour, qui est un ancien commandant et président de l'association Génération Harki. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'action que nous sommes en train d'entreprendre. Claude Dupont, qui est commissaire divisionnaire honoraire. Charles Gaff, chef d'entreprise, très connu. Roland Hureau, haut fonctionnaire. Dominique Delorge, qui est ancien contre-amiral, deuxième section. Dominique Matagrin, magistrat honoraire et ancien président de l'AMP, l'Association professionnelle des magistrats. Daniel Perret, qui est colonel de réserve aussi et président des OPEX de France. Emmanuel de Réchouf, général de division, deuxième section. Olivier Tournafaux, professeur des universités. Et Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris. C'est une première liste. Du beau et du beau monde. Est-ce que cela rentre dans toutes les activités de Place d'Armes, dont le site est place-armes au pluriel, place au singulier, -armes au pluriel.fr? Ces activités, elles mènent vers quoi? Vers une manifestation que vous voulez à Paris? Manifestation nationale? Oui, absolument. Nous avons inauguré l'année dernière ce qu'on appelle la marche pour la fierté française, une espèce de pied de nez à la Gay Pride. Et cette année, contrairement à l'année dernière, nous nous sommes dit, vu la situation actuelle, on ne peut pas ouvrir ça à tous les patriotes. Donc nous allons adresser une lettre à tous les mouvements politiques, à toutes les associations patriotiques, même les associations culturelles, et nous allons leur dire... Vous voyez la situation, vous-même êtes conscient de la situation. Combien de fois j'ai entendu des politiques dire « ça va très mal en France, ça ne peut pas continuer comme ça, ainsi de suite ». Alors venez avec nous. Nous ne sommes pas électoralistes. Nous n'allons pas dire nous préférons un tel ou un tel. Ce sont pour nous tous des patriotes. Donc par conséquent, nous leur disons ça. Venez, nous serons là avec nos drapeaux, puisque nous avons... Le 13 mai, voilà. C'est la date que vous avez retenue pour l'instant. Exactement, le 13 mai. Avec nos drapeaux, avec nos décorations, avec nos bérets. Et nous espérons derrière qu'une majorité de gens, de patriotes, de gens pour qui la France existe encore, pour qui la France est encore et peut encore être un grand pays, nous suivrons. Et nous allons demander donc à toutes ces partis et associations de venir avec nous. Et nous allons faire une chose, c'est que la liste que vous avez vue, nous allons la compléter et nous allons essayer
parce que j'espère qu'on va réunir 50 ou plus de personnes, ensuite de la faire paraître dans la presse, de telle manière à ce que des gens puissent dire « venez à cette manifestation », parce que ce sera une manifestation bon enfant, 50 et ce sera une manifestation où on verra enfin des drapeaux tricolores, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui particulièrement. Dans les défilés syndicaux, certes. Donc une cinquantaine de co-signataires pour cette manifestation du 13 mai, qu'on sera amené à évoquer bien évidemment avant cette date. Est-ce qu'il y a aussi d'autres actions? J'ai une minute à vous offrir et vous vouliez parler d'une action qui vous tient à cœur. Oui, c'est maintenant. Oui, alors absolument. Cette action, c'est une action par rapport à un ancien, un grand ancien, il a 82 ans, c'est un ancien harki, il s'appelle Hossein Abdellaoui, et ce monsieur, vous le connaissez certainement parce qu'à un moment donné, on en a parlé très rapidement dans la presse, et il a, à un moment donné, tué un jeune d'une bande à Charleville-Mézières. Ça faisait 9 ans que tous les jours, il se faisait insulter, injurier, qu'on lui crachait dessus, qu'on le bousculait, parce qu'il était ancien harki, et un jour, il a pété les plombs. Et un jour, il a pris son fusil et il a tiré, il a malheureusement tiré un coup et malheureusement, il a tué un jeune. Et ce qui me paraît dramatique là-dedans, c'est qu'il est aussi bien victime que coupable. Il est certes coupable, mais il est aussi une victime parce que qu'est-ce qu'a fait l'État depuis 9 ans dans ces cités, dans Charles-Mézières? Rien, Charleville-Mézières, rien. Et c'est ça qui est dramatique. Et aujourd'hui, il est à Reims, en prison, et nous essayons de le faire sortir, évidemment, dans un cadre légal, c'est-à-dire qu'il sera en liberté conditionnelle, en liberté judiciaire contrôlée. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens pensent à des personnes comme ça qui ont servi la France et qui aujourd'hui sont méprisés, sont injuriés, et on arrive à ce résultat. C'est dramatique. Je vais vous donner quand même un détail. Cette personne, on ne lui a jamais appris à lire. Cet homme qui s'est battu pour la France, qui a des médailles pour la France, qui tient le drapeau dans la région de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, on ne lui a jamais appris à lire. C'est vraiment dramatique. C'est pour ça qu'on le soutient, c'est pour ça qu'on a demandé à des gens qu'ils participent à une pétition et on a recueilli pas mal d'argent pour ces soutiens, c'est-à-dire pour ces avocats actuels. Voilà, c'est une des actions de Place d'Armes pour cet homme de 82 ans en prison. 82 ans. Merci beaucoup, capitaine Jean-Pierre Fabre. Merci à vous. À bientôt.